La plongée sous-marine est une activité très excitante qui permet de vivre de nouvelles sensations. Vous sentez la pression, nagez pratiquement en apesanteur et voyez et entendez les choses différemment. Ces sensations résultent des différentes propriétés physiques de l'eau et de l'air et auront un effet direct sur votre sécurité et votre plaisir pendant vos plongées. En ce moment, vous êtes entouré par la pression causée par le poids de l'atmosphère. Cela s'appelle un bar ou une atmosphère. Quand vous allez sous l'eau, l'eau augmente cette pression. 10 mètres, 33 pieds d'eau ajoutent la même pression qu'une atmosphère d'air. En conséquence, la pression augmente d'un bar, d'une atmosphère, tous les 10 mètres, 33 pieds que l'on descend. La hausse de pression n'affecte pas l'eau, mais comprime les gaz, comme l'air. Donc plus l'on descend en profondeur, plus la pression réduit le volume d'air et on accroît la densité en rapprochant les molécules les unes des autres. Ce rapport pression-volume-densité est important, car il a un effet sur les cavités aériennes comme les oreilles, les sinus, les poumons et le masque. Il a également une incidence sur le contrôle de la flottabilité et la durée de votre réserve d'air. Comme illustré ici, il y a un lien entre la pression et le volume et la densité d'un gaz. À 10 mètres, 33 pieds de profondeur, la pression est 2 fois plus forte qu'à la surface. Il reste alors la moitié du volume d'air et la densité est 2 fois plus importante. Le même rapport s'applique en remontée. Au fur et à mesure que le plongeur remonte, le gaz se dilate progressivement jusqu'à ce qu'il soit rempli d'air à la surface. Mais que se passerait-il si le plongeur gonflait un ballon de baudruche sous l'eau, faisait un nœud puis remontait? L'air se dilaterait et ferait éclater le ballon. Pour que cela ne se produise pas, le plongeur ne doit pas nouer le ballon et doit libérer un peu d'air en expansion au fur et à mesure qu'il remonte. Il s'agit d'un principe très important sur lequel nous reviendrons très vite. Au fur et à mesure que vous descendez, l'air qui se trouve dans les cavités aériennes de votre corps se comprime sous les effets de la pression de l'eau. En descente, cela affecte principalement vos oreilles, vos sinus et votre masque. Un coup de ventouse est une sensation de gêne causée par le déséquilibre entre la pression de l'eau et la cavité aérienne. Un coup de ventouse peut entraîner des blessures si vous continuez à descendre. Mais vous pouvez éviter les coups de ventouse en ajoutant de l'air dans les cavités aériennes pour équilibrer la pression. C'est ce que l'on appelle égalisation. Pour égaliser vos oreilles et sinus, pincez-vous le nez et soufflez doucement, ou avalez votre salive et bougez la mâchoire. Pour égaliser le masque, soufflez dedans par le nez. Égalisez fréquemment au fur et à mesure que vous descendez avant de commencer à ressentir une gêne. Vous ne devez jamais ressentir de douleur. S'il est impossible d'égaliser, mettez immédiatement fin à la descente. Faites signe à vos binômes ou à l'instructeur. Sans cela, ils ne pourront pas se rendre compte que vous avez un problème. Remontez légèrement et réessayez. Si vous n'arrivez toujours pas à égaliser, abandonnez la plongée et réessayez un autre jour. Le fait de poursuivre une descente lorsque des cavités aériennes ne sont pas égalisées peut entraîner des blessures graves. Un rhume ou une allergie à l'origine d'une congestion nasale peut rendre l'égalisation difficile, voire impossible, alors ne plongez pas tant que vous n'êtes pas rétabli. Égalisez en douceur. N'égalisez jamais avec force et ou trop longtemps. Une égalisation vigoureuse et prolongée peut entraîner des blessures graves et permanentes aux oreilles. Les bouchons d'oreilles sont à proscrire en plongée, car ils créent des poches d'air impossibles à égaliser. Une augmentation de pression peut avoir une incidence sur d'autres cavités aériennes du corps. Bien que rare, une poche d'air peut se former dans une dent plombée et provoquer une gêne. Cela est impossible à égaliser, mais votre dentiste peut y remédier. Dans une combinaison étanche, le corps est enveloppé d'une couche d'air qui se comprime. Le cours Paddy Dry Suit Driver vous apprend à ajouter de l'air afin de l'égaliser. L'air se dilate au fur et à mesure que vous remontez et quitte normalement les cavités internes de vos oreilles, votre masque et vos sinus sans aucun effet. Mais l'air en expansion peut être très dangereux pour les poumons. Lorsqu'un matériel de plongée est utilisé, le volume des poumons est normal en profondeur. Si vous reteniez votre souffle en remontant, l'air en expansion se dilaterait excessivement et entraînerait une rupture pulmonaire de la même manière qu'un ballon gonflé et noué éclaterait en profondeur. C'est la raison pour laquelle la règle la plus importante en plongée scaphandre est de respirer régulièrement et de ne jamais retenir son souffle. Même des changements minimes de profondeur peuvent causer des lésions par surpression pulmonaire.
Si l'on retient son souffle, la surpression pulmonaire peut causer de graves blessures, voire la paralysie et la mort. Un traitement médical nécessite une recompression en caisson hyperbare. Or, la plongée a souvent lieu à plusieurs heures d'un tel équipement. Mais si elles sont très graves, les lésions par surpression pulmonaire sont aussi très faciles à éviter. En plongée scaphandre, respirez régulièrement et ne retenez jamais votre souffle. L'air en expansion s'échappe ainsi librement au cours de la remontée. Si votre détendeur est hors de votre bouche, laissez lentement s'échapper un filet de bulles régulier pour ne pas retenir votre souffle. Il ne faut par ailleurs jamais plonger en cas de congestion pulmonaire, au risque d'entraîner une rétention d'air dans les poumons et de causer des lésions par surpression pulmonaire. Même si cela est rare, un blocage inverse peut se produire dans certaines cavités aériennes du corps. Cela veut dire que l'air en expansion ne peut pas s'échapper. Plonger avec un rhume ou une allergie peut causer un blocage inverse, mais il faut de toute façon s'abstenir de plonger dans de tels cas. Le gaz qui se forme dans le système digestif au cours d'une plongée peut provoquer une indisposition s'il n'est pas éliminé. Et il se peut, même si cela est très rare, qu'une cavité aérienne sous une dent plombée cause un tel blocage. Si vous souffrez de blocage inverse, mettez fin à la remontée. Descendez d'1 mètre, de quelques pieds, laissez l'air emprisonné s'échapper, puis remontez plus lentement. Comme vous l'avez appris, plus vous descendez en profondeur, plus la pression augmente et plus le volume d'un gaz diminue. Cela veut dire que plus vous descendez en profondeur, plus chaque souffle exige d'air en provenance de votre bouteille de plongée. Donc plus la plongée est profonde, plus la consommation d'air s'accélère. L'air étant plus dense en profondeur, la respiration demande plus d'efforts. Respirez lentement et profondément au cours d'une plongée, contrôlez votre rythme et évitez de vous essouffler. En cas de problème, arrêtez-vous et maintenez ou reprenez une respiration lente et profonde. En plongée scaphandre, 1. Respirez régulièrement et ne retenez jamais votre souffle. 2. Respirez lentement et profondément. 3. Ne vous essoufflez pas. Et 4. En cas de problème, arrêtez-vous et maintenez et ou reprenez une respiration lente et profonde. Lorsque vous mettez un objet dans l'eau, celui-ci est poussé vers le haut sous l'effet de la flottabilité. Cette force ascendante est égale au poids de l'eau déplacée. Un objet flotte, coule ou ni l'un ni l'autre, selon qu'il pèse un poids inférieur, égal ou supérieur à l'eau qu'il déplace. Pendant une plongée, vous utilisez principalement votre système de lestage et votre gilet stabilisateur ou STAB pour contrôler votre flottabilité. Plus vous descendez en profondeur, plus vous perdez en flottabilité. Pour compenser cette perte, il faut donc ajouter de l'air. En remontant, la flottabilité s'accroît. Il faut donc laisser s'échapper de l'air. Vous vous rendrez compte que votre respiration fait varier votre flottabilité. Elle s'accroît légèrement quand vous inspirez et diminue légèrement quand vous expirez. Une bonne maîtrise de votre flottabilité vous permet de contrôler votre vitesse de descente et de remontée, de vous arrêter à n'importe quelle profondeur, d'économiser de l'énergie, de demeurer à bonne distance du fond ou de flotter confortablement à la surface. En plongée loisir, on ne plonge jamais seul, mais toujours avec un ou plusieurs binômes. Les binômes planifient ensemble leur plongée, s'entraident à mettre et à vérifier leur équipement avant de plonger. S'échangent des rappels de temps de plongée, se prêtent assistance en cas de problème et pour atteindre l'objectif de la plongée. Ce système de binôme est important de par son aspect pratique d'une part, car il est basé sur l'entraide, et d'autre part du point de vue de la sécurité, car il permet de s'assister mutuellement pour prévenir et prendre en charge les problèmes. C'est important également car la plongée est une activité sociale. En effet, la plongée est d'autant plus enrichissante et amusante lorsqu'on partage avec d'autres plongeurs des aventures et des expériences sous l'eau. La plongée est impossible sans l'équipement qui permet de s'acclimater à l'environnement sous-marin. Avant de pratiquer la plongée, vous devez donc vous familiariser avec le matériel, connaître les bases de son fonctionnement et savoir comment faire le bon choix. Comme la plupart des plongeurs, vous apprécierez probablement le processus de découverte du matériel. L'avantage est qu'il existe des dizaines de marques, de styles et de modèles de matériel de plongée.
Vous pouvez ainsi choisir l'équipement parfaitement adapté à votre taille et à vos préférences. Comment choisir l'équipement le mieux adapté? Une fois que vous aurez appris les bases du fonctionnement du matériel, il vous est recommandé, en tant que débutant, d'obtenir les conseils d'un pro dans votre centre PADI ou de plongée. Un matériel de plongée bien entretenu durera des années, mais comme toutes les technologies, l'équipement évolue sans cesse. Tâchez de rester au fait des dernières innovations. Vous finirez probablement par changer d'équipement, non pas parce qu'il deviendra obsolète, mais parce que vous découvrirez un nouveau matériel que vous préférerez à celui que vous possédez actuellement. Le choix et l'entretien du matériel de plongée obéissent à certains principes de base qui s'appliquent pratiquement à l'ensemble de votre équipement. Les critères de choix les plus importants sont la convenance, l'ajustement et le confort. La convenance signifie que l'équipement convient à l'utilisation voulue. Par exemple, vous choisirez une combinaison humide intégrale pour plonger en eau froide, alors qu'une combinaison à manches courtes sera mieux adaptée pour les eaux tropicales. L'ajustement est important car de nombreux composants du matériel ne fonctionneront pas correctement s'ils ne sont pas à la bonne taille. Vous obtiendrez le bon ajustement en choisissant la bonne taille. Le confort fait référence à la sensation et à la configuration du matériel. Un matériel correctement ajusté et à la bonne taille sera généralement confortable, mais pas toujours. S'il n'est pas confortable, continuez à chercher. Après les critères de convenance, d'ajustement et de confort, vous devez ensuite tenir compte de votre budget et des fonctions adaptées à votre utilisation. Et vous assurer de bénéficier d'un service après-vente, quoique la plupart des établissements de plongée offrent un tel service sur les marques vendues. Vous pouvez en général choisir les coloris et styles assortis au reste de votre équipement et vous rappeler des accessoires assortis à chaque pièce. Ces petits détails contribueront à améliorer considérablement votre expérience. Demandez les conseils de votre professionnel de la plongée. Dans le cadre de son entretien, l'équipement doit être inspecté avant chaque utilisation pour s'assurer de son bon fonctionnement et détecter les éventuels signes d'usure. Ne plongez jamais avec un équipement qui n'est pas en bon état de fonctionnement. Tout défaut ou dysfonctionnement d'une pièce d'équipement doit être corrigé avant de plonger avec celle-ci. Après chaque plongée, tout le matériel doit être rincé à l'eau douce et propre et séché au soleil avant d'être rangé. Il est conseillé dans la mesure du possible d'éviter les longues périodes d'exposition du matériel à l'ensoleillement direct. Certaines pièces exigent un entretien supplémentaire et l'intervention d'un professionnel. Il est important de respecter les exigences d'entretien et de dépannage décrites dans la documentation du fabricant. Le port d'un masque est nécessaire parce que les yeux doivent être exposés à l'air pour voir clairement. Cela crée une poche d'air qu'il faut égaliser en prenant soin que le masque enferme parfaitement le nez et les yeux. Ne plongez jamais avec des lunettes de natation car elles ne peuvent pas être égalisées. Il faut choisir un masque de bonne qualité conçu spécifiquement pour la plongée scaphandre. Votre magasin de plongée PADI pourra vous aider à vérifier l'ajustement de votre masque. Une fois que vous avez trouvé la bonne taille, optez pour un masque offrant un faible retrait et un champ de vision large. La silicone est généralement transparente ou de couleur noire. La monture se décline souvent dans un choix de coloris. Il faut parfois frotter l'intérieur du masque neuf avec un nettoyant. Consultez la documentation du fabricant. La sangle du masque doit être ajustée de manière à assurer une bonne tenue, mais en restant confortable, en la plaçant sur le haut de la tête, au-dessus des oreilles. Les tubas font partie d'un équipement de plongée loisir standard. Ils permettent de respirer, de regarder, de nager et de se reposer le visage dans l'eau ou les vagues, sans gaspiller sa réserve d'air ou quand il en reste peu après une remontée. On choisit généralement son masque et son tuba en même temps. Le tuba se fixe au moyen d'un clip ou d'un attache-tuba. Choisissez un tuba qui assure une tenue confortable une fois ajusté avec la partie supérieure au niveau du haut de la tête. De nombreux plongeurs optent pour un tuba qui se plie quand il n'est pas utilisé. La plupart des tubas de plongée sont munis d'une valve de purge automatique qui permet d'évacuer l'eau. Et beaucoup sont équipés de pare-éclaboussures. Une fois la bonne taille et les options adaptées choisies, on peut généralement trouver un tuba de couleur assorti au masque. Les palmes permettent à vos puissants muscles jambiers de vous propulser dans l'eau. Vous avez le choix entre des palmes réglables qui se portent généralement avec des bottillons ou à des palmes chaussantes telles des chaussons. Comme vous n'utilisez pas de bottillons, elles se portent généralement en eau chaude. Les palmes se choisissent en fonction de la taille de la voilure et du chausson. Les palmes de petite voilure conviennent à la plongée avec tuba, mais pas avec bouteille.
Veillez à vous procurer des palmes adaptées à la plongée scaphandre. Demandez les conseils d'un professionnel pour choisir la paire adaptée. Les palmes se déclinent dans un choix d'options comme les matériaux de fabrication, ainsi que les divisions et les fentes qui améliorent les performances. Les palmes réglables sont parfois munies de boucles à largage rapide ou de talons à ressort qui permettent de les ajuster, de les enfiler et de les enlever plus facilement. Votre professionnel PADI peut vous aider à choisir parmi toutes ces options. Hormis une inspection et un réglage préalable et le cas échéant la fermeture des boucles à largage rapide, les palmes sont pratiquement prêtes à l'emploi avant de plonger. Mouillez vos palmes chaussantes pour pouvoir les enfiler plus facilement. Pour les personnes à mobilité réduite, les palmes ordinaires ont peu d'utilité. Mais d'autres solutions existent. Les gants palmés, par exemple, peuvent les aider à nager avec une puissance étonnante. Les scooters sous-marins sont pour n'importe quel plongeur un moyen amusant de se déplacer sous l'eau, mais nécessitent l'usage des bras et des jambes si un problème survient. Le nécessaire de plongée est constitué en fait de 4 systèmes intégrés en un seul. Votre gilet stabilisateur, ou STAB, joue un rôle de support pour l'ensemble de l'équipement. Comme nous l'avons vu précédemment, il vous aide à contrôler votre flottabilité. La bouteille fournit l'air à haute pression au détendeur, qui vous fournit cet air quand vous inspirez. Votre système de lestage contient juste assez de plomb pour vous permettre de descendre. Son mécanisme de largage rapide vous permet de vous délester facilement de votre poids en cas d'urgence. Nous examinerons ensuite plus en détail chacun de ces systèmes. Le matériel de plongée est généralement interchangeable, mais chaque pièce étant intégrée, vous choisirez en règle générale votre nécessaire de plongée en tant que système intégré afin de tenir compte de vos préférences. 5 éléments composent un gilet stabilisateur. Il comporte une vessie qui se gonfle et se dégonfle pour contrôler la flottabilité. La vessie comporte un harnais ou une veste sanglée qui maintient la bouteille en place. Le tuyau flexible moyenne pression permet de l'utiliser pour ajouter de l'air directement depuis la bouteille en appuyant sur un bouton. L'autre bouton permet de dégonfler la vessie ou de la gonfler à la bouche. Les valves de surpression sont conçues pour prévenir une rupture de la vessie en cas de trop-plein accidentel. Certaines sont munies d'un mécanisme de vidage rapide qui peut être utilisé pour dégonfler le STAB. Les poches de lestage contiennent des plombs, mais ceux-ci peuvent être largués rapidement. Les gilets stabilisateurs sont proposés dans un choix d'options. Outre la taille et l'ajustement, vous pouvez choisir votre gilet stabilisateur en fonction de la capacité de la vessie. Certains gilets sont munis de poches de rangement et d'anneaux boucles pour attacher des accessoires. De nombreux plongeurs aiment particulièrement les boucles d'épaule à attache rapide qui facilitent le retrait de l'équipement. Parmi les pièces d'équipement les plus étudiées en termes de style, les gilets stabilisateurs sont proposés dans un choix de looks variés. Réglez votre gilet de façon à ce qu'il soit bien ajusté mais sans trop serré, tout en portant votre combinaison isotherme. Gonflez-le en veillant à ce qu'il ne gêne pas votre respiration. Une fois votre gilet bien ajusté, attachez un sifflet de secours sur le gonfleur moyenne pression et attachez les fixations du tuyau qui permettent de retenir certains composants du détendeur. Lors de l'entretien de votre STAB, prenez soin de rincer l'intérieur et l'extérieur de la vessie. Videz l'eau, puis une fois séché, rangez-le en le laissant légèrement gonfler. Votre détendeur comporte 5 éléments. Le premier étage se branche sur le robinet de la bouteille et alimente en air les autres composants. Vous respirez depuis le deuxième étage qui fournit de l'air uniquement lorsque vous inspirez ou lorsque vous appuyez sur le bouton de purge manuel. La source d'air de secours est un deuxième étage qui se branche sur un tuyau plus long et que l'on utilise pour partager de l'air en cas d'urgence. Nous décrirons également d'autres types de sources d'air de secours. Le tuyau flexible moyenne pression fournit l'air au gonfleur du gilet stabilisateur et le manomètre immergeable indique la réserve d'air restante. Le manomètre immergeable peut être intégré à l'ordinateur de plongée ou séparé et peut être installé sur un tuyau ou faire appel à un émetteur pour transmettre les données de réserve d'air à l'ordinateur de plongée. Le facteur le plus important à considérer dans le choix d'un détendeur est la facilité de respiration. Les détendeurs modernes sont conformes aux normes prescrites pour la plongée loisir,
mais les modèles haut de gamme offrent généralement une facilité de respiration supérieure. Vous aurez le choix entre un système d'étrier et un système DIN. Beaucoup de plongeurs optent pour un système DIN doté d'un adaptateur pour système d'étrier. De nombreux modèles de détendeurs haut de gamme peuvent être réglés pour maintenir une respiration optimale. Certains sont dotés de commutateurs de plongée pré-plongée qui empêchent l'échappement d'air accidentel lorsque le détendeur est hors de la bouche. Hormis le deuxième étage sur un tuyau plus long, une source d'air de secours très répandue, on peut opter pour une source d'air de secours avec gonfleur qui conjugue un deuxième étage avec le gonfleur du gilet. Certains plongeurs portent des bouteilles Pony autonomes qui leur permettent de faire face à d'éventuels problèmes de réserve d'air sans l'assistance d'un binôme. La préparation du détendeur exige le branchement de ses composants, une tâche qui doit être confiée à un professionnel de la plongée. Même s'ils sont fiables et robustes, les détendeurs exigent quelques considérations d'entretien particulières. Quand vous rincez un détendeur, laissez le bouchon anti-poussière en place ou laissez-le attaché à la bouteille pour empêcher toute pénétration d'eau dans l'arrivée d'air. N'appuyez pas sur le bouton de purge quand vous rincez le deuxième étage à l'eau douce, car cela risquerait de faire remonter de l'eau dans le tuyau. Les détendeurs exigent une remise en état par un professionnel, chaque année ou tous les 2 ans. Adressez-vous pour cela à votre centre de plongée selon les exigences du fabricant. Les détendeurs de plongée sont d'une simplicité étonnante. L'air circule du premier étage au deuxième à la manière d'une cupule munie d'un embout buccal, d'un diaphragme flexible et de clapets anti-retour. Quand on inspire, la pression de l'eau entraîne une flexion vers l'intérieur du diaphragme, ce qui appuie sur un levier de soupape. Ceci libère l'air que vous respirez. Quand on expire, le diaphragme se détend, le levier se relève et la soupape se ferme. Les clapets anti-retour laissent s'échapper l'air expiré dans l'eau, qui remonte sous forme de bulle. Même s'il existe des variations, c'est cette simplicité de conception qui rend la plongée scaphandre possible. La bouteille de plongée, parfois appelée bloc, renferme l'air sous haute pression nécessaire à la respiration. En acier ou en alliage d'aluminium, elle est dotée d'une robinetterie chromée qui s'ouvre et se ferme en tournant pour activer ou désactiver le débit d'air fourni au détendeur. Les bouteilles sont proposées dans différentes tailles et le choix du détendeur s'effectue en fonction du type de robinetterie, c'est-à-dire étrier ou DIN. Certaines robinetteries DIN permettent l'installation d'un adaptateur pour pouvoir utiliser également un détendeur de type étrier. Toutes les bouteilles comportent des marquages estampillés dans le métal ainsi que des étiquettes qui indiquent la pression de service et les dates des tests de pression et des inspections effectuées. Ces indications sont vérifiées par votre centre de plongée avant de remplir votre bouteille. Certaines bouteilles comportent ce marquage indiquant l'utilisation d'air enrichi Nitrox. Seuls les plongeurs certifiés Enriched Air Diver peuvent utiliser ce type de bouteille. Nous reviendrons plus loin sur l'air enrichi. Ces précautions de manipulation doivent être suivies. Ne laissez pas une bouteille sans surveillance, surtout une fois que l'équipement est assemblé. Couchez-la sur le côté en dirigeant le gilet stabilisateur vers le haut pour qu'elle ne tombe pas. Bloquez et immobilisez les bouteilles dans un bateau ou une voiture pour les empêcher de rouler ou de glisser. Sur un bateau, les bouteilles doivent être maintenues dans leur râtelier afin qu'elles ne risquent pas de tomber et de blesser quelqu'un ou d'endommager l'équipement. La pression des bouteilles de plongée doit être testée tous les 2 à 5 ans et une inspection visuelle doit être effectuée chaque année. Demandez à votre centre de plongée local de procéder à ces tests et inspections. Ouvrez et fermez doucement la robinetterie et ne la videz jamais complètement. Couchez votre bouteille avant et après une plongée. En revanche, pour l'entreposage, elle doit être posée debout dans un lieu où elle ne risque pas d'être renversée et à l'abri de toute chaleur excessive. L'air dont on emplit les bouteilles de plongée doit être spécialement filtré et rempli par des compresseurs conçus spécifiquement pour l'air respiré. Vous devez donc faire remplir votre bouteille uniquement dans un centre de plongée professionnel. Comme nous l'avons déjà mentionné, la fonction la plus importante de votre système de lestage est le mécanisme de largage rapide qui vous permet de vous délester de suffisamment de poids pour vous permettre de flotter en cas d'urgence. Sur la plupart des gilets stabilisateurs, cette fonction s'effectue au moyen de 2 poches largables. Ils peuvent être aussi munis de petits lestes non largables que l'on utilise pour procéder à des ajustements de stabilité, c'est-à-dire pour contrôler son équilibre dans l'eau. Le gilet stabilisateur et le placement des lestes déterminent la stabilisation. Votre instructeur vous montrera comment l'ajuster pour parvenir à une position horizontale dans l'eau.
Quoique les systèmes de lestage intégrés au stable sont les plus courants, certains plongeurs utilisent des ceintures de lestage séparées. Votre instructeur peut également vous demander d'utiliser de petits lestes accessoires pour ajuster votre stabilité. Ils ne représentent qu'une infime portion du poids que vous portez et ne nécessitent donc pas de largage rapide. Passons maintenant aux techniques de plongée que vous devez apprendre. Vous vous exercerez un grand nombre de ces techniques lors de votre première plongée en milieu protégé. Ce que vous voyez ici illustre les principes de base qui s'appliquent à la plupart des équipements et des plongeurs, mais il existe plusieurs façons d'exécuter la plupart de ces techniques. Il est donc possible que votre instructeur vous montre une méthode différente en fonction de votre matériel et d'autres critères. La première technique est la préparation de l'équipement de plongée. Commencez par inspecter l'ensemble pour vous assurer que tout est en bon état et ne présente pas de signes d'usure. Si votre gilet stabilisateur est neuf, mouillez-le ou du moins la sangle de bouteille. Cela aide à ce qu'il reste bien ajusté. Faites glisser le gilet sur la bouteille avec l'ouverture de la robinetterie face au gilet jusqu'à environ cette hauteur. Vous pourrez toujours l'ajuster plus tard selon vos préférences. Serrez et bloquez la sangle de bouteille. Il existe des variations, alors obtenez l'aide de votre instructeur si nécessaire. Soulevez l'ensemble par le gilet stabilisateur et vérifiez que la bouteille ne glisse pas ou ne bouge pas. Si c'est le cas, resserrez la sangle. Retirez le bouchon anti-poussière et, s'il y en a un, le bouchon du robinet de la bouteille. Vérifiez qu'il y a bien un joint torique et qu'il est en bon état. Si vous avez un système d'étrier, le joint est intégré à l'ouverture de la robinetterie. Si vous avez un système DIN, vérifiez ici sur le détendeur. Vous ne pouvez pas plonger sans ce joint torique. S'il n'y a pas de joint ou si le joint semble en mauvais état, votre instructeur vous montrera comment le remplacer. En tenant votre gilet de dos, attachez le premier étage sur la robinetterie de façon à ce que le deuxième étage principal, celui par lequel vous respirez, aille à droite et le tuyau flexible moyenne pression du gilet aille à gauche. Vissez le premier étage simplement avec les doigts. La pression de la bouteille maintiendra le tout en place après l'ouverture du robinet. Branchez le tuyau moyenne pression sur le gonfleur du gilet, comme ceci. En tenant le manomètre immergeable de dos, ouvrez doucement le robinet de la bouteille à fond jusqu'à ce qu'il s'arrête. Vérifiez que la bouteille est pleine ou qu'elle contient assez d'air pour la plonger. Appuyez sur le bouton de purge comme ceci. L'air ne devrait plus circuler dès que vous relâchez le bouton. Expirez dans l'embout buccal. Cela devrait être facile. Puis prenez quelques inspirations. La respiration devrait être facile et fluide. S'il y a un débit d'air continu au niveau du détendeur, que celui-ci continue d'évacuer de l'air après que vous ayez arrêté de respirer ou si vous observez tout autre problème, avertissez votre instructeur. Ensuite, testez le gonfleur du gilet, comme ceci. Attachez le manomètre immergeable et la source d'air de secours de sorte qu'il ne dépasse pas ou ne pende pas sous l'eau. Le manomètre immergeable doit généralement se trouver sous le bras gauche et la source d'air de secours sous le bras droit. Attachez votre source d'air de secours par encliquetage rapide de sorte qu'elle se trouve dans cette zone triangulaire lorsque vous portez votre matériel. Elle reste ainsi visible et rapidement accessible en cas de besoin sans être encombrante. Vérifiez que vous avez bien réattaché les boucles d'épaule à attache rapide et desserrez la sangle à la taille. Si vous n'avez pas l'intention de plonger avant au moins 1 heure, fermez le robinet et dépressurisez le détendeur en appuyant sur le bouton de purge. Vous conserverez ainsi l'air en cas de fuite que vous n'avez pas remarqué. La dépressurisation réduit également la possibilité que vous n'entriez dans l'eau par accident avec le robinet fermé. Desserrez les sangles que vous pourrez resserrer après avoir enfilé votre matériel pour faciliter la mise de l'équipement. Fixez votre matériel de manière à ce qu'il ne tombe pas ou couchez-le. Lors de votre première plongée en milieu protégé, il se peut que vous mettiez votre matériel en eau peu profonde. Mais souvent, l'équipement s'enfile hors de l'eau en position assise, comme ceci, ou debout, comme cela. Voyons les étapes une par une. Avant d'enfiler votre équipement de plongée ou votre combinaison isotherme, vous devez préparer le reste du matériel. Désembuez votre masque, puis ajustez-le et procédez aux ajustements nécessaires de vos palmes et de votre tuba. Votre nécessaire de plongée doit être entièrement assemblé et prêt à l'emploi comme vous venez de l'apprendre. Pour éviter d'avoir trop chaud par forte chaleur, enfilez votre combinaison isotherme en dernier, juste avant de mettre votre nécessaire de plongée. Étant donné que les combinaisons humides se portent près du corps, les enfiler demande un peu d'effort.
L'ordre dans lequel vous l'enfilez dépend de votre style de combinaison. Le plus souvent, vous commencez par le bas, puis les bottillons et la capuche si vous en portez une, et enfin la veste. Votre instructeur vous aidera à déterminer cet ordre. Les combinaisons étanches se présentent en une seule pièce et la façon de les enfiler varie. Si vous en utilisez une lors de cette formation, votre instructeur vous montrera comment l'enfiler. Vous pouvez mettre vos instruments portés au poignet maintenant, même si certains plongeurs attendent d'avoir enfilé leur nécessaire de plongée. Si vous utilisez une ceinture de lestage, mettez-la ensuite. Portez-la selon la position standard, c'est-à-dire le mécanisme de largage à droite. Si votre gilet stabilisateur est muni d'une sangle d'entrejambe, ce qui est assez rare en plongée loisir, votre ceinture de lestage se met après votre nécessaire de plongée. En effet, il s'agit d'éviter que la sangle d'entrejambe ne coince la ceinture et ne range son largage difficile en cas d'urgence. Si possible, il est préférable d'enfiler son équipement assis. Mais les binômes ont parfois besoin d'aide pour s'équiper. L'équipement de plongée étant assez lourd, il convient donc de le lever correctement chaque fois qu'on le déplace. Cela signifie plier les genoux et lever l'équipement en se mettant debout. Gardez le dos bien droit en maintenant sa courbature normale comme ceci. Soulevez le haut de la poitrine et sortez légèrement les fesses pour garder le dos en bonne position. Expirez quand vous soulevez. Ne pliez jamais le dos pour soulever un équipement de plongée ou d'ailleurs toute charge lourde. Si vous devez tenir le nécessaire de plongée de votre binôme, soutenez-le en mettant votre bras et votre main dominant sur le fond de la bouteille et l'autre pour l'équilibrer comme ceci. Le plongeur le plus fort s'équipe généralement en premier car il est censé porter et tenir simultanément le matériel. Si vos caractéristiques physiques vous empêchent de soulever, de rester debout et ou de marcher avec un équipement de plongée, ou si cela peut présenter des risques pour votre sécurité, ne le faites pas. Demandez éventuellement de l'aide. Il existe de nombreuses autres façons de mettre son équipement. En position assise ou avec l'aide d'un binôme tenant votre nécessaire de plongée, enfilez votre stab et serrez les sangles sans qu'aucun poids ne pèse sur vos épaules. Vérifiez qu'aucun tuyau n'est coincé, puis attachez tous les mécanismes de désenclenchement et les boucles. Vérifiez la hauteur de la bouteille en inclinant la tête. Si elle touche le premier étage, abaissez-la. Dès que votre ou vos binômes sont prêts, effectuez un contrôle de sécurité pré-plongée en vérifiant que le matériel fonctionne correctement, est bien positionné et correctement branché. Vous apprendrez la marche à suivre détaillée dans la section 2. Mettez votre masque en le plaçant contre votre visage pour assurer une bonne étanchéité, puis en tirant la sangle vers l'arrière. Prenez l'habitude de toujours porter votre masque dans l'eau, même à la surface. Il protège en effet vos yeux contre les éclaboussures et les vagues, vous permet de voir sous l'eau et de vérifier par exemple le matériel de votre binôme en cas de problème soudain. Il empêche également l'élimination du produit des embueurs. Enfilez vos gants, puis vos palmes en dernier, juste avant d'entrer dans l'eau. Les binômes s'entraident à enfiler leurs palmes l'une après l'autre. N'oubliez pas de mouiller vos palmes chaussantes pour les enfiler plus facilement. Évitez dans la mesure du possible de marcher avec vos palmes et essayez de les enfiler aussi près que possible de l'eau. Si vous devez absolument marcher avec vos palmes, faites très attention et marchez en reculant pour ne pas trébucher sur la voilure. Vous pouvez parfois mettre vos palmes après votre mise à l'eau, par exemple quand vous vous entraînez dans une piscine. À ce stade, vous êtes prêt à entrer dans l'eau en utilisant l'une des techniques possibles de mise à l'eau que vous apprendrez pendant la formation. Le gilet stabilisateur se porte à tout moment pour contrôler sa flottabilité. Avant la mise à l'eau, gonflez-le partiellement, environ d'un tiers pour pouvoir flotter. Gonflez graduellement par courtes salves, comme ceci. Vous pouvez aussi gonfler votre gilet avec la bouche, un exercice auquel vous vous entraînerez plus tard. Pour dégonfler votre gilet stabilisateur dans l'eau, respirez avec le détendeur, puis relevez et abaissez le bouchon d'échappement, comme ceci. L'air s'évacuera du gilet et vous descendrez. Tout au long du cours, vous vous entraînerez à utiliser votre gilet stabilisateur jusqu'à ce que vous soyez capable de rester en flottabilité neutre, comme en apesanteur, dès que vous le voulez. Relâchez et ajoutez de l'air par petites quantités afin d'éviter les descentes et remontées rapides accidentelles. Pour la première plongée, vous utiliserez votre stab principalement à la surface. Prenez l'habitude d'être en flottabilité positive en portant votre masque, en respirant avec votre tuba ou détendeur. Gonflez votre stab avant votre mise à l'eau
et en premier lieu dès que vous remontez d'une plongée. Mettez-vous immédiatement en flottabilité. Gonflez votre gilet stabilisateur. Vous apprendrez plus tard à larguer vos lestes pour vous mettre en flottabilité. Dès que tout est prêt, votre instructeur vous demandera d'aller sous l'eau avec votre matériel de plongée. Vos premières respirations sous l'eau seront exaltantes. C'est une expérience vraiment unique qui fait de la plongée une activité hors du commun. Savourez ces instants, respirez lentement, profondément et ne retenez pas votre souffle. Vous n'oublierez probablement jamais votre première respiration sous l'eau. L'utilisation de matériel de plongée loisir ne permettant pas de parler, la communication sous l'eau demande l'utilisation de signaux manuels. Commencez par attirer l'attention de votre binôme. Au besoin, tapez sur votre bouteille avec un objet dur. Voici quelques signaux largement acceptés, mais vous pouvez aussi apprendre quelques signaux employés localement et en créer d'autres avec vos binômes selon les circonstances. OK ou OK? Stop. Remonter ou mettre fin à la plongée. Quelque chose ne va pas. Dans quelle direction? Bateau. Les oreilles ne se dégagent pas. Viens ici. Regarde-moi. Va avec ton binôme. Se tenir la main. Tu y vas, je te suis. Aller en bas, descendre. Réserve d'air réduite. Panne d'air. Partage d'air. Ralentis, calme-toi. Respire. Quelle quantité d'air te reste-t-il? Danger, risque. Faire demi-tour, rentrer. J'ai froid. À la surface, on utilise de grands signaux plus faciles à repérer depuis un bateau ou le rivage. Cela veut dire OK ou OK. Si vous ne pouvez vous servir que d'une seule main, procédez ainsi. Cela signifie « détresse, aidez-moi ». Votre instructeur peut vous montrer d'autres signaux applicables à la formation. Vous vous rendez compte que les signaux sont plus faciles à comprendre dans le contexte. Voyez si vous pouvez déchiffrer ce que disent ces plongeurs. Vous auriez dû reconnaître que le dernier plongeur avait des difficultés à suivre. Il a fait le signal stop et quelque chose ne va pas. Le binôme a répondu stop, respire et ralentit, c'est-à-dire de se calmer et de reprendre son souffle. Le plongeur a signalé « laisse-moi me reposer un peu ». Même si un peu n'est pas un signal officiel, ce qu'il voulait dire était évident. Il s'agit d'une communication normale entre plongeurs. Si votre détendeur sort de votre bouche, il se remplit d'eau. Vous apprendrez donc 2 méthodes pour le vider et reprendre votre respiration. La première est la méthode par expiration. Si vous avez un souffle dans vos poumons, remettez l'embout buccal en bouche et soufflez à l'intérieur. Cela repousse l'eau. Votre tête doit être relativement droite pour que les clapets anti-retour soient dans la position la plus basse et bien entendu, vous devez expirer avant d'inspirer. Utilisez la méthode de purge si vous n'avez pas beaucoup d'air à expirer. Remettez le deuxième étage en place, collez la langue contre l'embout buccal pour le bloquer, puis appuyez sur le bouton de purge pendant quelques secondes, comme ceci. Cela repousse l'eau. Le fait de bloquer l'embout buccal empêche que l'eau ne gicle dans votre bouche et vous fasse tousser. Quelle que soit la méthode utilisée, comme vous ne devez jamais retenir votre souffle, rappelez-vous de laisser s'échapper un petit filet continu de bulles quand le détendeur est hors de votre bouche.
Faites A en continu pour vous aider à maintenir vos voies respiratoires ouvertes. Après avoir vidé l'eau, prenez une première inspiration.